Nous recevons maintenant les invités de Paris Direct avec deux autres co-auteurs. Ils ont co-dirigé L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Bonjour à vous, Thomas Borel et Benoît Colomba. Merci d'être avec nous. La jaquette du livre donne le ton de ce qu'il y a à l'intérieur. Guerre, pillage, racisme, coup d'État, corruption, assassinat. Vous allez droit au but, messieurs. Je ne sais pas qui va répondre à la première question. Contrairement à ce qu'on entend assez souvent, la France-Afrique n'est pas morte, elle est même bien vivante. Qui commence? Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est un système de domination et de prédation qui se caractérise, c'est ce qu'on documente dans ce livre, par une grande capacité d'adaptation. Si on devait prendre une métaphore animalière, on pourrait dire que la France-Afrique, elle ressemblerait plus à un serpent qu'à un ours. Elle fait sa mue en permanence. Et c'est ce qu'on raconte dans cet ouvrage. On revient à la fois sur les racines coloniales de ce système et on décrit ces nouveaux visages qui passent par de multiples mécanismes institutionnels. Alors, on va peut-être s'arrêter sur la définition que vous en donnez de la France-Afrique. Vous dites que, en gros, c'est un système de domination fondé sur une alliance stratégique et asymétrique entre une partie des élites françaises et une partie de leurs homologues africaines. Et ces mécanismes qui se déploient dans une relative indifférence de l'opinion publique française, on va y revenir tout à l'heure, permettent à ces élites franco-africaines de s'approprier, de se partager des ressources économiques, politiques, culturelles au détriment des peuples africains. Vous parlez de prédation, messieurs, ça ressemble à peu près à une association de malfaiteurs, non ? Oui, sauf que ça ne tombe pas forcément sous le coup de la loi, même si y a un certain nombre d'actes crapuleux qui caractérisent la France-Afrique. Et d'ailleurs, c'est un peu la partie la plus visible, la plus connue. Quand les gens pensent à la France-Afrique, ils pensent à l'aspect le plus sulfureux, donc avec des affaires criminelles, des assassinats, des coups d'État, les valises de billets, tous les mécanismes de corruption. Ce qu'on montre dans ce livre, et sur un temps très long, puisqu'on finalement on documente 80 années de relations franco-africaine, c'est tout le maillage institutionnel qui sous-tend ce système. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on parle de système, comme le disait Benoît. Donc effectivement, il y a un mécanisme, un système de prédation, mais qui repose en bonne partie sur des fondations légales. Et c'est une grosse partie du problème. Et donc vous passez au crible ces rapports entre la France et le continent. Il y a un passage, Benoît Colomba, qui m'a interpellé sur la transition entre un impérialisme formel, un impérialisme informel. Vous dites en somme que ce qu'on a appelé les indépendances ne participait au fond que d'une grande illusion, que d'un tour de passe-passe. Expliquez-nous. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, la grande capacité d'adaptation de ce système au moment des indépendances au début des années 60. Le pouvoir gaulliste a choisi sciemment d'organiser ces indépendances formelles, mais tout en poursuivant ce système avec ce qu'on appelait le néocolonialisme. Donc la France-Afrique a continué à travers des dispositifs comme l'aide au développement, la coopération. Mais en fait, les deux allaient de pair. Il y a une phrase d'ailleurs de Michel Debré, l'ancien Premier ministre français, qui, un responsable gabonais, a dit à l'époque, l'indépendance, elle va de pair avec la coopération. Donc ça a été vraiment quelque chose de tout à fait fondamental et qui se poursuit encore aujourd'hui. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire il y a l'aspect crapuleux, le plus évidemment contestable, le côté mercenariat, coup d'État, le côté le plus spectaculaire, qui aujourd'hui commence à être connu, notamment grâce à l'action d'associations comme Survie. Mais il y a toute une face émergée de l'iceberg qu'on voit, mais qu'on ne regarde pas forcément et donc qu'on ne remet pas en cause. Et c'est ça ce qu'on explique aussi dans le livre. Aujourd'hui, la France ne veut plus parler officiellement même d'aide publique au développement. Rémi Rioux, le patron de l'AFD, était sur ce plateau à votre place hier, le disait. On ne parle quasi plus de coopération, mais d'investissement solidaire. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, la France officiellement, messieurs, parle de reconquête, mais pas dans les mêmes termes. On parle de rupture, de renouvellement, de partenariat.
Est-ce que Thomas Borrell, c'est crédible? Ou encore, est-ce que le tour de passe-passe continue? Pour nous, et c'est ce qu'on essaie de montrer dans cet ouvrage avec la profondeur historique, c'est que effectivement le tour de passe-passe continue puisqu'on est sur une nouvelle mue, une adaptation. On est sur des réformes qui sont annoncées. On nous parle de rupture. Avant Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy l'avait fait, François Hollande l'avait fait. À chaque fois, il y a cette rupture. Maintenant, on a le patron de l'AfD qui dit non, ce n'est plus de la coopération, c'est de l'investissement solidaire, pour décrire des mécanismes d'influence, de soft power, mais qui sont finalement directement liés et qui sont un héritage de cette période coloniale. Et Benoît disait le pouvoir gaulliste, mais ce qu'on montre aussi dans ce livre, c'est qu'avant même le retour du général de Gaulle, les dirigeants politiques envisageaient cette politique-là, cherchaient à comment maintenir l'influence sur l'empire de manière informelle, pour passer de cet empire formel à cet empire informel. Aujourd'hui, on a des dirigeants politiques ou à l'Agence française de développement qui nous disent on va faire de l'investissement solidaire, on fait de l'influence, mais finalement derrière c'est cette idée de maintenir une forme d'ingérence politique et économique, maintenir des marchés pour les entreprises françaises. On nous dit qu'elles perdent des parts de marché, mais le gâteau grossit, donc en fait le chiffre d'affaires des entreprises françaises en Afrique grossit, et la France déploie toute une batterie d'outils pour maintenir finalement ces marchés-là et quelque part écrire l'histoire à la place des peuples africains. Alors, il y a eu de grandes figures évidemment de la France-Afrique. Jacques Foccart évidemment, puisqu'on ne peut pas ne pas parler de lui, mais il n'y a pas que lui. Il y a eu d'autres figures. On pense à Ali Bongo, on pense à Jacques Chirac et bien d'autres. Quels sont aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler les gardiens du temple de ce qu'il reste de cette France-Afrique qui s'est transformée? C'est là où c'est assez surprenant, c'est que on voit qu'on a une nouvelle génération qui arrive au pouvoir en France. Emmanuel Macron vante sa jeunesse en permanence, mais il est aujourd'hui le gardien du temple. Il ne cesse de répéter qu'il n'a pas connu la colonisation. Nicolas Sarkozy a dit la même chose. Mais il ne cesse de prendre des postures qui sont parfaitement coloniales. Convoquer à Montpellier une jeunesse africaine pour parler avec le président français, depuis l'Élysée, dire on va parler à cette jeunesse, est en soi une posture coloniale. Les déclarations qu'il fait, où il se pose en donneur de leçons sur ce qui se passe au Mali, alors que dans le même temps il va au Tchad avaliser un coup d'État, c'est aussi une des postures coloniales d'Emmanuel Macron. Donc lui-même aujourd'hui est un gardien du temple. Auprès de lui, on pourrait citer Jean-Yves Le Drian, qui était le ministre de l'Afrique de François Hollande et qui est encore le ministre de l'Afrique de Emmanuel Macron. Donc en gros, Benoît Colomba, dispositif militaire au Sahel dit aujourd'hui il faut moins d'emprise mais plus de muscles. Donc on continue à s'adapter continuellement. Et encore une fois, c'est vraiment une caractéristique, la grande continuité, quels que soient les pouvoirs dans cette politique et le maintien en place de ce système. On peut évoquer la figure de François Mitterrand, qui est finalement, c'est très peu connu, un des précurseurs de la France-Afrique dès la 4e République. Donc avant le pouvoir gaulliste, il a été ministre des Affaires d'Outre-mer en 1950. Et on voit qu'effectivement, Emmanuel Macron est le continuateur de cette politique, par d'autres moyens bien évidemment. Un mot sur son expression, il avait parlé de conversion des regards à propos des relations franco-africaines. On pourrait plutôt parler de diversion finalement, en mettant en scène ce prétendu dialogue avec la jeunesse africaine. Si on vous suit bien, Thomas Borrell et Benoît Colomba, le fait que cette réunion se tienne à Montpellier, ces jeunes, ces artistes, ces sportifs et tout ça, ce nouveau sommet Afrique-France sans les chefs d'État et de gouvernement, ce n'est pas significatif de quelque chose de neuf, bien au contraire. Pas vraiment. On peut d'ailleurs signaler que en mai dernier, il y a déjà eu un sommet avec des chefs d'État africains réunis, c'est très symbolique, autour d'Emmanuel Macron au Grand Palais à Paris. Donc à ce niveau-là, il y a rien de nouveau. Il y a encore une fois les sujets principaux, c'est-à-dire la suggestion monétaire, le maillage militaire, tout ce qui concerne le soft power, la coopération, l'aide dite au développement. Tout ça n'est pas sur la table. Donc les vrais sujets ne sont pas discutés. Justement, pour évoquer les vrais sujet, Thomas Borrell, dans son rapport, Achille Mbembe, qui est le grand architecte de ce nouveau sommet, préconise une refondation des rapports entre la France et le continent. Mettons qu'on joue le jeu de cette refondation. De votre point de vue, qu'est-ce qu'on serait en droit d'en attendre ?
Des choses qu'on ne trouve pas dans les recommandations d'Achille Mbembe, malheureusement. Il parle de refondation. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est une relégitimation. Il œuvre à une relégitimation de la politique française en Afrique. Parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de tabou, que les sujets sont sur la table. Il évoque dans son rapport quelques-uns de ces sujets, assez vite et en les documentant bien peu, malheureusement, comme la coopération militaire avec des dictatures, le fait qu'on ait des officiers français au sein des appareils répressifs de ces dictatures, encore aujourd'hui. Mais ces aspects-là, ensuite, ne sont pas dans les recommandations. Il y a des recommandations toutes simples. Il faut que l'armée française quitte le continent africain. Ça veut dire la fermeture des bases, ça veut dire le retrait des coopérants militaires, des appareils répressifs de ces régimes. Il y a sur le franc CFA, la France n'a pas à venir écrire les réformes du système monétaire. Elle doit sortir de ce système monétaire. Et tout ça, ça n'est pas dans les recommandations d'Achille Mbembe et ça ne sera pas dans ce qui ressortira de ce sommet. C'est-à-dire qu'on nous dit que tous les sujets sont sur la table pour, au final, avoir quelques petites réformes qui vont œuvrer à cette relégitimation. On a un écran de fumée assez efficace, il faut le dire, et c'est assez décevant qu'Achille Mbembe se prête à ce jeu-là. Benoît Colomba. Non, peut-être simplement ajouter que, puisque ça fait partie des propositions qui s'est avancées, ce n'est pas en organisant, mettant en place un fonds qui sera censé aider la société civile africaine. C'est pas le problème finalement. Le problème, c'est arrêter de soutenir des dictateurs qui oppriment leur peuple et arrêter de poursuivre des dispositifs institutionnels qui continuent de maintenir cette domination justement et à la perpétuer. Et on a vu effectivement, ça a été cité par Thomas, le déplacement d'Emmanuel Macron après la mort d'Idriss Déby au Tchad. Et c'est vrai que là, d'une certaine manière, il avalisait un coup d'État constitutionnel. Merci beaucoup, Benoît Colomba. Thomas Borrell, d'être venu jusqu'à nous, co-directeur de ce gigantesque ouvrage.